Merci beaucoup de parler à Al Jazeera. Merci de m'avoir invité. Nous comprenons donc que des discussions sont en cours avec la médiation du Qatar pour tenter d'aboutir à un accord final, un accord de paix définitif entre le M23 et votre gouvernement. Êtes-vous proche de parvenir à cet accord? Eh bien, la paix est toujours un processus. J'espère que nous sommes plus proches, qu'il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'est fastidieux et je ne le nierai pas. C'est parfois aussi un processus très difficile. Mais en même temps, le gouvernement congolais reste pleinement engagé à obtenir un accord de paix définitif qui mettra également fin à l'instabilité et à l'occupation qui frappent deux de nos principales provinces. Nous faisons donc tout notre possible. Excellence, diriez-vous qu'il est possible de conclure cet accord d'ici la fin de l'année? Nous voudrions que cela ne prenne que quelques semaines et espérons-le, pas des mois. Vous le souhaiteriez, mais pensez-vous que ce sera le cas? Nous faisons tout ce que nous pouvons. Bien sûr, il faut être deux pour danser le tango et le M23 doit aussi jouer son rôle dans cet effort et nous espérons qu'ils continueront à se présenter. Nous espérons également, évidemment, qu'ils se présenteront de manière plus constructive. Quand vous dites plus constructif, on dirait que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pourrais commencer par le meurtre de civils innocents. Je pourrais commencer par l'occupation de territoires souverains avec le soutien des troupes rwandaises. Je pourrais également évoquer le fait qu'ils n'ont cessé, malgré le fait que nous soyons en pourparlers de paix, d'établir et de consolider une administration parallèle, sapant fondamentalement l'état de droit même qu'ils prétendent défendre en RDC. Ce sont donc tous des éléments qui montrent qu'il existe un fossé entre la posture adoptée lors des pourparlers de paix et la réalité sur le terrain, et en particulier une réalité sur le terrain qui pèse énormément sur notre population civile. Madame la ministre des Affaires étrangères, en vous écoutant, lorsque vous mentionnez ces problèmes, les massacres de civils et la mise en place d'administrations parallèles, ces questions n'ont-elles pas encore été résolues lors des pourparlers de paix? Et c'est ce qui a été rapporté. Il y a toujours un désaccord sur un principe fondamental, à savoir que le M23 doit se dissoudre, se retirer et remettre les territoires au gouvernement de la RDC. Est-ce toujours un point de discorde? Eh bien, lorsque vous regardez, par exemple, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsque vous examinez l'accord de paix que nous avons signé avec le Rwanda à Washington, D.C. le 27 juin, vous pouvez constater que l'objectif final vers lequel nous travaillons sans relâche est la restauration complète de l'autorité de l'État. Il n'existe aucun scénario dans lequel la RDC, le gouvernement de la RDC, le gouvernement légitime de la RDC acceptera jamais une présence prolongée d'une force d'occupation qui s'appelle l'État de droit. Pensez-vous que le M23 n'a pas accepté ce principe, malgré l'accord de la déclaration de Doha signé le 19 juillet? Je pense qu'on s'en approche, mais je crois qu'il pourrait y avoir des efforts plus concrets, également sur le terrain, qui pourraient nous montrer la bonne foi qu'ils prétendent avoir en venant aux négociations. Mais vous êtes confiant que le M23 acceptera cela? Nous sommes confiants que nous resterons fidèles à nos principes. Maintenant, ce que fait le M23 relève entièrement de sa responsabilité. Mais pensez-vous qu'ils négocient de bonne foi et qu'ils sont engagés envers ce principe? Je regarde les faits, pas nécessairement les croyances. Et les faits me montrent qu'ils participent aux discussions, qu'ils sont actifs dans les négociations, qu'ils se présentent aux réunions, qu'ils signent certains documents. Les faits montrent aussi les réalités sur le terrain que je viens d'énumérer. C'est donc ici que nous devons trouver un équilibre. Et je pense que c'est là que différents partenaires ont des responsabilités différentes et des rôles distincts à jouer. Mais lorsque vous dites que vous regardez les faits et que vous devez trouver un équilibre, quand vous considérez les faits sur le terrain et que vous cherchez cet équilibre, pensez-vous que ce parti est réellement engagé envers le principe de démanteler à terme l'administration parallèle? Ou avez-vous de sérieux doutes et pensez-vous qu'ils cherchent simplement à gagner du temps? Je crois qu'ils finiront par le faire. Reconnaître la réalité sur le terrain, à savoir que la RDC ne tolérera pas cela. Qu'ils restent là où ils sont, qu'ils occupent, mais aussi que de nombreux autres acteurs ne le toléreront pas non plus.
Et c'est une position d'isolement croissant, donc je veux croire qu'ils sont suffisamment pragmatiques pour comprendre qu'il s'agit d'une entreprise vaine, si vous voulez, de rester dans cette posture, une posture qui ne sera tolérée ni par le gouvernement congolais, ni par la communauté internationale. Investieren Sie in Ihrer Muttersprache mit XTB. Neuigkeiten am Markt. Le 14 octobre, la RDC et le M23 ont accepté de former un organe de suivi pour superviser un cessez-le-feu. Mais il y a encore des combats en cours, n'est-ce pas? À votre avis, quand ce cessez-le-feu va-t-il réellement entrer en vigueur? Du côté du gouvernement congolais, nous sommes engagés en faveur d'un cessez-le-feu. D'un autre côté, nous sommes aussi dans une posture où nous devons défendre notre territoire. Dans une posture où nous devons nous assurer que les forces d'occupation, et lorsque je parle de forces d'occupation, je ne parle pas seulement du M23, car nous savons que le M23 est accompagné et soutenu par les forces de défense rwandaises, nous ne pouvons pas permettre que le territoire sur lequel ils empiètent déjà soit élargi. Alors, qu'est-ce qui retarde le fait que toutes les parties annoncent aujourd'hui même la date du cessez-le-feu, si vous êtes prêts? Percevez-vous un retard ou un manque de volonté ou de désir de la part du Rwanda ou du M23 de s'engager? Leur position, leur attitude sur le terrain le montrent. Donc quand ils seront prêts à arrêter de se battre, nous serons prêts à arrêter de nous battre aussi. Leur avez-vous dit que nous voulons un cessez-le-feu maintenant et avez-vous reçu une réponse négative? Je ne suis pas dans ces conversations directes, si vous voulez, où je confronterai le M23 avec une telle question. Mais notre position a toujours été que nous voulons épargner autant de vies civiles que possible et qu'un cessez-le-feu serait nécessaire pour cela ou pour créer un environnement plus protecteur. Donc je crois que le M23 n'a certainement aucun doute sur la position du gouvernement congolais à cet égard. Qu'est-ce qui a retardé l'échange de prisonniers? Je dis toujours qu'on signe un accord, mais c'est là que le vrai travail commence. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément visibles au regard du public ou aussi évidentes aux yeux du public. Alors que ce mécanisme a été mis en place, il y a en même temps de nombreuses étapes techniques à prendre en compte et à concrétiser, que ce soit du côté du gouvernement congolais ou du côté du M23. De notre côté, nous faisons tout notre possible pour nous préparer techniquement et opérationnellement afin d'être prêts pour un échange de prisonniers. Vous connaissez la critique, j'en suis sûr, qui vient de l'autre camp. À savoir que la RDC ne veut tout simplement pas libérer ou échanger ces prisonniers, que vous considérez ces personnes comme des criminels ayant commis des crimes. Est-ce bien la situation? Un échange de prisonniers ne doit pas être confondu avec l'impunité. Et je pense que c'est là que le M23 peut avoir des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Ce n'est pas parce que nous nous engageons dans une logique d'échange de prisonniers que nous nous engageons dans quoi? L'impunité totale pour des massacres, pour des viols, pour des pillages. Et donc, je pense que ce sont là les questions fondamentales sur lesquelles le M23 devra peut-être faire un examen de conscience et mieux comprendre ce que signifie être partie prenante à un processus de paix qui ambitionne de créer une paix durable. Et nous l'avons tous appris non seulement à travers l'histoire de la RDC, mais aussi en regardant nos voisins, au-delà de nos voisins et tant d'autres régions et continents. On ne peut pas construire une paix durable sur le fondement de l'impunité, et le M23 doit le comprendre. Est-ce un point qui peut-être n'a pas été suffisamment clarifié dans l'accord parce que... N'est-ce pas du bon sens? Ça devrait l'être, que vous ne devriez pas vous en sortir après avoir tué. Ça devrait l'être. Et que vous ne devriez pas être récompensé pour avoir tué. Absolument. Mais pensez-vous qu'il y avait... Peut-être que l'accord était trop vague en se contentant de mentionner les échanges de... Vous savez, notre position sur la question de l'impunité a toujours été très claire. Avant même que le M23 ne reprenne sa rébellion ou que celle-ci ne soit ravivée par le Rwanda, le président Tshisekedi a toujours été très clair. Nous ne pouvons pas construire une paix durable dans l'est de la RDC ou dans d'autres parties de la RDC sans justice. Alors, à votre avis, quand pourrons-nous procéder à des échanges de prisonniers? On parle de semaines, de mois? Si cela avait été entre mes mains, nous aurions eu un accord hier. Je ne me projette donc pas uniquement du point de vue des ambitions que nous avons en tant que gouvernement. Je suis conscient de l'existence du parti qui nous fait face.
Encore une fois, nous préférerions que cela se produise en quelques semaines et non en plusieurs mois. Cela dépend de la posture et de l'attitude du M23 lors des négociations. Cela s'applique-t-il aussi au cessez-le-feu? Savez-vous si cela arrivera dans quelques semaines ou mois? Le cessez-le-feu sera-t-il en place? Avez-vous des attentes à ce sujet? Le plus tôt sera le mieux, mais à ce stade, il serait particulièrement difficile, ou ce serait trop optimiste ou trop ambitieux, de donner une date précise. On dirait que beaucoup des questions clés restent encore trop incertaines, n'est-ce pas? Pas forcément. Le cessez-le-feu, l'échange de prisonniers, le démantèlement des administrations parallèles, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès concrets. Pas forcément. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Et je pense que c'est parfois la difficulté d'un processus de paix qu'il faut expliquer à un public qui a de grandes attentes. Ce que vous voyez dans les actualités, c'est qu'il y a des discussions en cours. Cela suscite l'attente qu'il y aura une solution, et rapidement. Mais en même temps, lors des négociations de paix, nous ne sommes jamais en position d'entrer dans autant de détails que nous pourrions les partager avec le public. Donc, même s'il peut sembler que les progrès tardent ou n'avancent pas aussi vite, cela ne veut pas dire que le travail n'est pas en cours. Cela ne veut pas dire que les efforts ne sont pas fournis, mais cela signifie que parfois il faut créer, si vous voulez, une sorte de bulle pour s'assurer que le minimum de, disons, confiance ou de construction de la confiance nécessaire pour faire avancer un processus de paix soit préservé. Outre la dynamique de Doha, si l'on peut l'appeler ainsi, des pourparlers entre la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars, il y a aussi l'autre dynamique des pourparlers entre la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais. Un accord a été signé le 27 juin à Washington, D.C. et l'on s'attendait à ce que les deux présidents, celui du Rwanda et celui de la RDC, se rencontrent pour signer un accord final. D'accord. Vous avez une idée de quand cela pourrait se produire? Eh bien, la prochaine étape, ou la suite, si vous préférez, de la réunion au niveau des chefs d'État dépend avant tout de la disponibilité des trois chefs d'État. Je pense que du côté de la RDC, du côté des États-Unis, et je veux croire du côté du Rwanda, c'est sans équivoque. Toutes les parties se sont engagées à tenir cette réunion dès que possible. Pourquoi dites-vous que vous voulez croire? Avez-vous des doutes sur le sérieux de la partie rwandaise? Oui. Car ils ont encore 6 000 soldats sur notre territoire souverain. Vous ne pensez pas qu'ils pillent toujours? Ils continuent de tuer, de mutiler et de violer. C'est la réalité. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'ils ne sont pas engagés à trouver une solution durable ou à s'impliquer dans un processus? Pas nécessairement. Nous voulons être généreux et accorder le bénéfice du doute en espérant que peut-être c'est le processus. On dirait que vous dites que vous voulez leur accorder le bénéfice du doute. Mais quand on regarde la réalité de leurs actions, vous ne croyez pas vraiment que la partie rwandaise soit sérieuse à propos de la paix? J'ai confiance dans la facilitation. J'ai confiance dans le fait que, pour une fois, dans l'est de la RDC et la région des Grands Lacs, nous avons des parties prenantes véritablement engagées, qui disposent de leviers qu'elles sont prêtes à activer, qui ont des points de pression, que ce soit sur la RDC, sur le Rwanda ou sur d'autres parties, et qui peuvent demander des comptes aux parties impliquées. Cela ressemble à une confiance accordée aux médiateurs ou aux acteurs extérieurs pour exercer une réelle pression sur le Rwanda, plutôt qu'à un engagement sérieux du Rwanda en faveur de la paix. Ai-je bien compris? Correctement, ce n'est pas le premier accord que nous signons dans la région des Grands Lacs. Et quand on regarde pourquoi tant d'autres ont échoué, c'était à cause d'un manque de responsabilité. Et je pense que c'est là que l'engagement et l'implication des États-Unis et du Qatar jouent un rôle bien plus important qu'auparavant. Nous devons être conscients du fait que nous sortons de 30 ans de conflit. Du côté de la RDC, au cours de ces 30 années, nous avons eu différents gouvernements, nous avons eu différents présidents. Du côté du Rwanda, il y a eu une continuité totale. Croyez-vous toujours alors ce que certains responsables de la RDC ont évoqué, à savoir que la partie rwandaise cherche simplement à diviser ou à détacher la partie orientale de la RDC? C'est leur véritable objectif. Ce n'est pas de parvenir à un accord de paix qui verrait le démantèlement du M23 et de ses groupes. Pensez-vous toujours cela ou votre opinion sur la position rwandaise a-t-elle changé après avoir engagé de nouvelles discussions?
Je ne veux pas spéculer sur ce que le Rwanda veut ou ne veut pas. Eh bien, vos responsables l'ont déjà dit. Ils ont dit qu'ils croient Que le Rwanda veut diviser la partie orientale de la RDC. En dehors de croire, ce qui est au-dessus de croire, c'est savoir. Et ce que nous savons, c'est que notre territoire restera intact. Notre territoire ne sera pas compromis, malgré les efforts ou les tentatives qui pourraient venir de n'importe quel côté. Mais savez-vous que les Rwandais ne veulent pas le faire? Séparer la partie orientale de la RDC. What inspired me to create Minlian was to create a skincare line. Je pense que les années passées nous ont donné suffisamment de preuves et d'exemples qui pourraient nous amener à croire que c'est le cas. Madame, comment pouvez-vous engager des discussions sérieuses avec une autre partie si vous pensez qu'elle ne fait que vous faire perdre votre temps et veut diviser votre pays? C'est pourquoi, pardonnez-moi d'insister, mais c'est ce que j'essaie de comprendre. Lorsque vous entamez des discussions et que des responsables de la RDC disent « nous savons ou pensons que l'autre partie veut simplement démembrer notre pays », cela ne remet-il pas vraiment en cause votre confiance dans l'intérêt même de ces discussions? Pas nécessairement, car nous savons aussi que l'autre partie dépend entièrement de l'aide internationale. Nous savons que l'autre partie n'existerait pas si elle n'avait pas été soutenue par autant de pays au cours des dernières décennies. Et c'est pourquoi il est important d'avoir cette discussion à un niveau supérieur. Ce n'est pas seulement une discussion au niveau bilatéral. Ce n'est pas une question uniquement entre la RDC et le Rwanda. C'est une question de droit international. Vous avez évoqué les griefs que la RDC ressent à l'égard du côté rwandais. Permettez-moi de vous présenter la version alternative. Lors de cet accord de paix de juin, ou accord signé à Washington entre les équipes rwandaises et congolaises, une déclaration a été faite du côté rwandais par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, appelant à ce qu'ils ont qualifié de fin vérifiable du soutien de la RDC au groupe connu sous le nom de FDLR. Pouvez-vous dire au monde que vous ne soutenez pas, N'arme pas. ne collaborez pas, nous soutenons le FDLR Nous ne le faisons pas. d'aucune manière? Ce sont des Rwandais. Ils sont sur notre territoire depuis 30 ans. Ils ont prié, principalement sur notre population, pas sur la population rwandaise. Madame la ministre des Affaires étrangères, comment expliquez-vous alors que plusieurs organisations internationales de défense des droits humains, comme Human Rights Watch, aient évoqué en décembre et même depuis 2009 le soutien du gouvernement de la RDC aux FDLR, affirmant qu'elles étaient soit des alliés, soit des ennemis du gouvernement congolais selon ses relations avec le Rwanda? Je me demande donc comment vous réagissez à cette accusation. C'est une tradition de longue date Que la RDC utilise essentiellement les FDLR comme une sorte d'outil de pression en fonction de l'état de ses relations avec le Rwanda. Est-ce une évaluation juste? non. Vous parlez de 2009 et nous sommes en 2025. Mais qu'en est-il de la résolution du Conseil de sécurité? C'était en 2025, la résolution 2773, où au point 6, il est dit, je cite, condamne le soutien apporté par les forces armées de la RDC à certains groupes armés, en particulier les FDLR, et demande la cessation de ce soutien. Se sont-ils également trompés? Eh bien, s'il y a des cas de soutien aux FDLR, et je pense que c'est la distinction importante à faire, ce n'est pas une politique d'État. Nous parlons d'individus. Nous parlons d'individus au sein de l'armée et lorsque nous en avons la preuve. Nous avons également des mécanismes pour les tenir responsables et les sanctionner. À l'inverse, quand on regarde la présence de l'armée rwandaise qui envoie plus de 6 000 soldats en RDC, il ne s'agit pas d'individus isolés qui se comportent mal. Il ne s'agit pas de quelques militaires qui se retrouvent dans un pays étranger et décident de faire ce qu'ils veulent. Alors la question est la suivante. Quand vous avez 6 000 soldats rwandais sur notre territoire, n'est-ce pas une politique d'État? Pourquoi alors pensez-vous que le Conseil de sécurité s'adresserait à l'armée congolaise plutôt qu'à des éléments isolés en son sein? Les membres du Conseil de sécurité ont-ils vraiment mal compris la situation? Non, parce que ces membres isolés font tout de même partie de l'armée et donc l'armée est tenue pour responsable et elle doit s'assurer que tout comportement qui ne correspond pas à sa politique soit sanctionné.
Mais lorsque votre propre armée a dû publier un communiqué le 10 octobre 2025 appelant ses soldats à ne pas collaborer avec les FDLR, pourquoi l'armée aurait-elle besoin de faire cela? Pourquoi aurait-elle même besoin de... Précisément pour anticiper des sanctions. Permettez-moi juste de terminer mon propos, madame. Pourquoi aurait-elle besoin de menacer de sanctions si, selon vos propres mots, il ne s'agissait que d'éléments mineurs et isolés? Cela doit être un problème assez répandu, non? Pas nécessairement, non. Je veux dire, le fait d'être explicite sur le fait que quelque chose n'est pas toléré n'indique pas nécessairement l'ampleur du problème. Le fait de mentionner un problème ne signifie pas qu'il s'agit d'un problème d'une certaine ampleur. Ce qui est clair ici, c'est que nous communiquons clairement au public et à notre armée que toute forme de manquement ne sera pas tolérée. Encore une fois, avons-nous vu quelque chose de ce genre venir du Rwanda? Peut-être aux 6 000 soldats qui sont encore en RDC. N'entrez pas sur un territoire qui n'est pas le vôtre. Ne violez pas, ne pillez pas. Ne prenez pas de minerais, ne tuez pas, ne vous appropriez pas de terre. Nous n'avons constaté aucune réaction institutionnelle du côté du Rwanda face à sa violation flagrante de notre intégrité territoriale et à son occupation manifeste de notre territoire. Dans ce même communiqué, l'armée congolaise a appelé les FDLR à se rendre soit à l'armée de la RDC, soit aux forces de l'ONU. Y a-t-il eu un processus de reddition en cours? Oui, car en ce qui concerne les redditions, par exemple, la mission de maintien de la paix des Nations Unies a un processus permanent, si vous voulez, pour désarmer les ex-combattants qui souhaitent déposer les armes, y compris les ex-combattants étrangers. Donc cela n'a jamais été suspendu. Cela a toujours été le cas. C'est un processus continu. Mais est-ce que cela s'accélère au point que vous pourriez dire aux téléspectateurs que, selon vous, dans quelques semaines ou mois, les FDLR seront dissoutes? Pouvez-vous l'affirmer? Cela fait partie du processus de Washington et de l'accord que nous avons signé avec le Rwanda à Washington. Nous constatons sur le terrain qu'il y a eu une intensification du travail de sensibilisation. Vous avez mentionné le communiqué de presse publié par les forces armées. En même temps, dans les zones que nous contrôlons, nous faisons tout notre possible, encore une fois, pour sensibiliser les communautés et appeler les FDLR à se rendre et à rentrer chez eux. Et nous faisons tout notre possible dans les zones sous notre contrôle pour poursuivre le travail à différents niveaux afin de les sensibiliser à la reddition. Pensez-vous que le Rwanda soutient toujours le M23 au même niveau, malgré la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dont nous avons parlé? Je pense que la position du Rwanda vis-à-vis de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et des autres déclarations de l'ONU a été très claire. Elle a été bien définie. Nous sommes donc conscients du fait qu'il y a encore des troupes rwandaises, qu'il y a encore du matériel qui est fourni. Maintenant, l'ampleur peut varier. Le matériel fourni au M23 par le gouvernement rwandais. Donc vous n'avez pas vu de changement dans leur attitude envers le M23? Non, pas nécessairement. D'accord. Le 16 juin 2025, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, qui s'adressait au Conseil des droits de l'homme, a déclaré que son bureau enquêtait sur des exécutions sommaires présumées, des arrestations arbitraires et des disparitions forcées commises par l'armée de la RDC. L'armée de la RDC a-t-elle commis ces crimes? Si c'est le cas, alors ils devront répondre. Les individus concernés devront répondre devant la justice militaire. Avez-vous été en contact avec l'ONU? Oui, bien sûr. Pour donnez-nous les preuves, nous allons examiner cela. Travailler avec vous. Non seulement cela, mais j'irai plus loin. En février, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution demandant la création d'une commission de vérification indépendante chargée de documenter et de signaler les violations massives des droits de l'homme dans les zones où le conflit a été le plus intense ces dernières années. Nous ne pensons pas qu'il s'agira d'un effort unilatéral. Nous pensons que les Nations Unies devront examiner tout ce qui s'est passé. Et pour être juste envers vous, ils ont parlé des exactions commises par le M23, tout comme plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme. Il y a donc eu beaucoup de critiques sur l'autre côté aussi. Nous avons entretenu un dialogue constructif et continu avec les Nations Unies sur cette question. Nous n'avons donc aucune inquiétude quant à la présence d'une telle commission d'enquête indépendante.
pour établir les faits concernant les violations des droits de l'homme et nous assumerons notre part de responsabilité. Nous veillerons à mettre en place les mécanismes nécessaires pour rendre justice à ceux qui ont été lésés. Or, cette vérification, cette commission indépendante devait être précédée par une équipe de vérification qui a effectué des visites dans l'est de la RDC. Mais pour votre information, le M23 leur a refusé l'accès dans les zones qu'ils occupaient. D'accord, mais si vous êtes prêt à collaborer avec les enquêteurs, je pense que si je résume ce que vous dites, pourquoi alors avons-nous des rapports de certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, qui ont documenté cela? Eh bien, ils évoquent des atrocités commises par le M23, mais aussi par les forces congolaises. Amnesty, le 28, parle de viols commis par des soldats congolais avant la chute de Bukavu. Human Rights Watch, le 15 septembre, parle de soldats congolais qui ont ouvert le feu et tué des manifestants non armés. Mais peut-être que l'un des points préoccupants est qu'Amnesty dit avoir demandé des informations à l'armée congolaise le 18 juillet sans obtenir de réponse. Pourquoi ne travaillez-vous pas avec eux? Eh bien, je veux dire, c'est quelque chose que je devrais vérifier spécifiquement dans ce cas particulier. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, surtout lorsqu'il s'agit des Nations Unies, qui sont notre interlocuteur naturel, si vous voulez, ou notre interlocuteur plus permanent, nous sommes dans un dialogue constructif. Nous sommes dans un dialogue constructif, ce qui signifie que parfois nous sommes aussi prêts à entendre des vérités qui peuvent être difficiles à accepter, mais aussi que nous sommes capables et confiants de nous tourner vers les Nations Unies pour travailler ensemble sur certaines questions et voir comment elles peuvent être corrigées. Je pense donc que c'est l'aspect essentiel d'être dans un dialogue constructif, notre capacité à encore absorber les critiques, à les évaluer de manière critique, mais aussi de manière autocritique, et également à prendre des mesures pour remédier aux problèmes, que ce soit par le biais de sanctions. Et il y a eu des sanctions. Ce n'est pas comme si les choses s'étaient passées dans un vide d'impunité totale. Il y a eu des sanctions. Mais aussi à prendre des mesures pour une meilleure prévention. Et à cet égard, il y a également eu des efforts soutenus et nous continuons à les poursuivre, y compris avec des partenaires internationaux tels que l'ONU qui forment nos troupes, qui forment notre police, nos enquêteurs, afin de nous assurer que nous disposons d'une architecture plus solide qui nous permette de prévenir ou de réagir en cas de violation. Merci beaucoup.